Plaisir d'assurer avec vous aujourd'hui la dernière partie de l'histologie de cette unité, donc l'unité consacrée à l'appareil urinaire. Et comme vous le voyez au tableau, nous parlerons aujourd'hui spécialement du développement embryologique de l'appareil urinaire. D'accord? On a l'habitude de faire le développement embryologique pour tous les organes, tous les appareils qu'on a déjà étudiés jusque-là. Et la méthode, c'est à chaque fois de dire quel est le feuillet qui est à l'origine de cet organe ou bien de cet appareil. Nous connaissons maintenant parfaitement les 3 feuillets embryonnaires, mais aussi de suivre l'évolution de cette ébauche. On parle toujours d'ébauche d'organes, c'est-à-dire la première partie qui va apparaître au cours du développement embryonnaire. Donc, on va suivre les différentes parties de l'évolution de cette ébauche, ce qui nous permet, d'une part, de comprendre comment se fait le développement embryologique d'un organe quelconque, mais aussi, si vous l'avez constaté, quand on connaît bien l'embryologie, on peut aussi comprendre les malformations congénitales. Comment, à un certain moment, ce développement embryologique peut, entre parenthèses, déraper et donner non pas la structure qu'on attend, mais une structure un peu modifiée, plus ou moins, d'accord, et qui constitue donc une malformation congénitale. Donc, c'est important de connaître l'embryologie pour chaque organe ou pour chaque appareil. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, l'embryologie de l'appareil urinaire? Alors, ce qu'elle a de particulier, je reste sur ce schéma, même s'il est très simple. On va au fait rappeler quelques notions très simples d'anatomie ou de structure au besoin pour comprendre le lien avec le développement embryologique. Déjà sur le schéma, vous remarquez la position lombaire des reins, donc le lieu habituel ou l'emplacement habituel des reins. Or, on va voir au cours du développement embryonnaire que les reins ne se forment pas à ce niveau, mais plutôt beaucoup plus bas au niveau de la région pelvienne, d'accord, l'ébauche rénale définitive. Et donc, ça suggère qu'au cours du développement embryonnaire, il y a un phénomène d'ascension des reins, ce qui est quelque chose d'exceptionnel au cours du développement embryonnaire. On sait que la plupart des ébauches, le cœur, le tube digestif, etc., apparaissent dans une région, même s'il y a des petites modifications d'emplacement, un remodelage dans la structure, etc., mais l'ébauche ne se déplace pas vraiment comme c'est le cas au niveau des reins. Il y a une véritable ascension des 2 reins depuis la région pelvienne jusqu'à la région définitive, c'est-à-dire la région lombaire. On a un autre exemple d'organe qui bouge au cours du développement embryonnaire. Je ne sais pas si vous le savez déjà, puisque vous n'avez pas encore fait les appareils génitaux, c'est les gonades, d'accord? On vous a parlé en première année de l'arrivée des gonocytes primordiaux vers les crêtes génitales, et on sait que déjà ces gonocytes migrent, c'est des cellules qui se déplacent, et même la crête génitale, qui est l'ébauche des gonades, elle va un peu se déplacer. Elle est située à peu près dans la région lombaire, et elle va migrer pour descendre plus bas, vers le pelvis. D'accord? Alors, chez la femme, elle reste pelvienne, mais chez l'homme, chez le garçon, elle descend beaucoup plus bas pour aller se localiser au niveau des bourses, c'est-à-dire carrément à l'extérieur du corps. D'accord? Ça, c'est un exemple pour comparer un peu avec l'appareil urinaire. Pour l'appareil urinaire, j'ai dit, c'est vraiment une ascension. Alors, autre chose aussi qu'on peut dire, pour rappeler brièvement la structure anatomique. Quand on parle de l'appareil urinaire, on a l'habitude de distinguer le haut appareil du bas appareil. D'accord? Alors, le haut appareil qui comprend donc les reins et les 2 conduits musculo-membraneux qui ramènent l'urine vers la vessie qu'on appelle les uretères. Le bas appareil, quant à lui, est constitué par la vessie et l'urètre. D'accord? Alors, si je rappelle cette subdivision anatomique, tout simplement parce que l'ébauche qui va donner le haut appareil et le bas appareil n'est pas la même. Nous avons déjà 2 ébauches différentes, donc 2 tissus différents qui seront à l'origine de l'appareil urinaire. Je peux vous le dire tout de suite, c'est le mésoderme pour le haut appareil et l'endoderme pour le bas appareil. Ça, c'est important à retenir. Maintenant, si je considère le haut appareil lui-même, au niveau du rein, vous savez très bien qu'au niveau du rein, il y a une portion sécrétrice, vous connaissez maintenant la structure histologique, qui correspond au néphron, aux différents segments du néphron,
Et dès que l'urine est formée, elle va être véhiculée dans des conduits excréteurs qui sont d'abord intra-rénaux. Je parle ici du tube collecteur, tout d'abord, du tube collecteur, des petits calices, des grands calices et du bassinet. Le tout va déverser dans l'urètre. Donc déjà, au niveau du rein, il y a une portion sécrétrice et une portion excrétrice. Et aussi, ici, je vais vous dire, même si l'ébauche principale, elle est d'origine mésodermique, mais on a deux ébauches différentes d'origine mésodermique qui vont participer à la formation du rein. Donc, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de détails concernant l'embryologie du rein. Autre chose aussi, à part l'origine des ébauches, à part cette histoire d'ascension, il faut dire que même si l'appareil génital n'est pas représenté sur le schéma, vous savez déjà que chez l'homme, quand je dis l'homme, le sexe masculin, donc chez l'embryon de sexe masculin, plus précisément, puisqu'on parle d'embryo, le développement de l'appareil génital et de l'appareil urinaire sont liés. D'ailleurs, anatomiquement, chez l'adulte, il y a des rapports anatomiques et même fonctionnels entre l'appareil génital et l'appareil urinaire. Je donne un simple exemple. L'urètre chez l'homme est un conduit à la fois spermatique et urinaire, d'accord? Donc, ces connexions qui s'établissent entre l'appareil urinaire et la gonade en formation commencent déjà dès le développement embryonnaire. Ça sous-entend que l'ébauche de l'appareil rénal ne va pas évoluer à un certain moment de la même manière chez le petit garçon et chez la petite fille, d'accord? Alors, puisque il y a, ça c'est le troisième point, le quatrième point, puisque on est en train de parler de différentes ébauches, d'accord? Il y a une ébauche mésodermique, il y a une ébauche endodermique, etc. Il faut savoir que le développement embryologique, dans le développement embryologique de l'appareil urinaire, il y a un très bel exemple d'induction. L'induction, c'est quelque chose dont on parle depuis la première année. Rappelez-vous quand on a parlé de l'induction neurale, lorsque la corde induit l'ectoderme pour donner le nœud ectoderme. D'accord? L'induction, c'est quoi, grosso modo? C'est une interaction entre deux tissus différents. Ça veut dire il y a un tissu qui va provoquer le développement d'un autre tissu. Et s'il y a un problème dans cette interaction, on n'aura pas le développement de la structure désirée. On peut avoir, par exemple, une agénésie. Une agénésie, c'est-à-dire une absence d'un organe. On peut avoir une agénésie rénale, par exemple. Alors, cette histoire d'induction, on va la retrouver au cours de notre exposé. On va voir qui va induire l'autre au cours du développement de l'appareil urinaire. Et enfin, pour conclure, quand on connaît, je l'ai déjà dit tout à l'heure, quand on connaît l'embryologie de l'appareil urinaire, ça nous permettra de comprendre un grand nombre de malformations de cet appareil. Il faut savoir que les malformations de l'appareil urinaire, même s'ils ne sont pas au premier plan, comme les malformations cardiaques ou du tube digestif, etc., mais elles sont assez fréquentes. Elles peuvent aller d'une malformation très simple, comme par exemple le dédoublement d'un urétère sans retentissement sur la fonction rénale, à des malformations qui sont très graves, comme l'agénésie bilatérale, donc absence des deux reins, comme l'extrophie vésicale. On aura l'exemple de citer quelques exemples à la fin du cours. D'accord? Donc, ces 5 points que je viens de citer, même si elles sont pas inscrites sur un slide bien particulier, mais elles sont, c'est des points très importants et vous allez remarquer qu'on va les retrouver au cours de notre exposé. On va comprendre qu'est-ce que c'est l'induction, qu'est-ce que c'est la migration, etc. Alors, pour commencer donc le plan du cours, comme toujours, en introduction, on va rappeler un feuillet embryonnaire très important pour le développement de l'appareil urinaire. Je viens de le citer, c'est le mésoderme. D'accord? Vous le connaissez déjà. On va faire un petit rappel sur l'apparition de ce feuillet. Alors, au cours du développement maintenant, regardez, on parlera du développement du pronéphros, du mésonéphros et du métanéphros. D'accord? Ça rejoint l'idée que je viens de vous dire qu'il n'y a pas une ébauche dans le développement de l'appareil urinaire, mais déjà, ici, vous voyez 3 ébauches. Donc, 3, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de rein transitoire et de rein définitif. Pourquoi on parle de rein transitoire et d'un rein définitif? C'est pas le cas pour les autres organes. D'accord? Donc, on va voir pourquoi. Donc, il y a vraiment une évolution dans le sens où il y a des structures qui apparaissent
puis régresse, et une structure définitive qui est là. Regardez le développement du métanéphrose qu'on a détaillé. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va correspondre au rein définitif. Voilà. Et enfin, on va parler, donc quand on parle du pro-méso et métanéphrose, on parle du haut appareil. Plus précisément, on parle des reins et de l'urétère. Et quand on parle des voies urinaires basses, on parlera de la formation de la vessie et de l'urètre pour finir avec les malformations. Alors, en introduction, je vais vous montrer tout de suite le schéma qui correspond, un schéma que vous connaissez déjà, d'accord? Alors, quand on a fait en première année le développement embryologique à la 3e semaine du développement, on avait parlé d'une notion très importante qui est la mise en place des 3 feuillets embryonnaires primitifs qui sont, alors je vous montre ici en bleu, alors dorsalement du côté de la cavité amniotique, c'est l'ectoderme. Alors ventralement du côté de l'intestin primitif qui était initialement la vésicule vitelline secondaire, c'est l'endoderme. Et au milieu, c'est-à-dire en intermédiaire, un feuillet en rouge qu'on appelle le mésoderme, plus correctement le cordomésoderme, puisque au cours de la formation de ce feuillet, il y a mise en place du mésoderme et de la notocorde. Alors, comment on a appelé ce phénomène au cours de la 3e semaine? La gastrulation. La gastrulation a permis de mettre en place surtout ce 3e feuillet embryonnaire. Là, on est au début ou bien à la fin de la 3e semaine? À la fin, d'accord? La preuve que le mésoderme qui s'est formé s'est scindé déjà en 3 portions. Je parle du mésoderme para-axial, sachant que l'axe de l'embryon est représenté par la notocorde. Ce que vous voyez ici, c'est le tube neural, d'accord? C'est le tube neural en formation normalement, hein, parce que la neurulation commence à la 3e semaine et s'achève à la 4e semaine. Ici, donc, de part et d'autre de la corde, 2 portions du mésoderme para-axial. Alors, à ce niveau, je parlerai du mésoderme intermédiaire et enfin, vers l'extrémité, je parlerai du mésoderme latéral qui va, regarder à la fin de la 3e semaine, se scinder en 2 lames. Une lame qui rejoint la cavité amniotique et va constituer la somatopleure intra-abdominale, intra-embryonnaire, pardon, et une lame qui va rejoindre la paroi de la vésicule vitelline et que je vais appeler la splanchnopleur intra-embryonnaire. Entre les deux apparaît une nouvelle cavité qu'on a appelée le cellum intra-embryonnaire. Alors, juste pour éclaircir un peu le devenir de ces feuillets, l'ectoderme, vous le savez que la partie centrale va donner le système nerveux, d'accord, suite à l'induction. L'endoderme, une partie va constituer un tube qu'on appelle l'intestin primitif qui sera à l'origine, vous le savez maintenant, de l'appareil digestif et de l'appareil respiratoire. Pour ce qui est du mésoderme, le mésoderme para-axial forme ce qu'on appelle les somites, d'accord? Il va se fragmenter en somites et ce phénomène est appelé au cours de la 4e semaine la métamérisation de l'embryon avant l'organogénèse, d'accord? C'est les somites qui vont donner les différents dérivés et là on assiste donc à la formation des ébauches des différents organes. Alors pourquoi je rappelle la métamérisation? C'est parce que j'en aurai besoin tout à l'heure quand je vais parler des ébauches rénales. La métamérisation, c'est quoi? C'est tout simplement la formation de différents segments, d'accord, au niveau de notre embryon. On regarde, voici un métamère, un deuxième, un troisième, etc. Ça veut dire c'est comme si on avait des segments, des étages au niveau de notre embryon. Et la métamérisation concerne tout d'abord le mésoblaste para-axial. Il va donner donc des somites qui vont se disposer de la région cervicale vers la région sacrée, c'est-à-dire qui vont se développer dans le sens crânio-caudal. D'accord? Ça, c'est pour le mésoblaste para-axial. Le mésoblaste latéral, on a dit, il forme 2 lames, il forme une cavité et c'est au niveau de cette cavité que vont se former, au cours de la délimitation de l'embryon, les cavités de notre corps, à savoir la cavité péricardique, la cavité pleurale et la cavité péritonéale. D'accord? Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le mésoderme intermédiaire qui va évoluer. Donc, on regarde le prochain schéma.
Donc, toujours ici, vous avez sur une autre vue, alors sur une coupe transversale de l'embryon, on voit ici la notocorde, on voit la gouttière neurale dont les bords sont en train de se rapprocher pour former le tube neural. Et voici notre mésoderme paraaxial et notre mésoderme intermédiaire. Ici, c'est le latéral, d'accord? Alors, remarquez que les deux, au début, parce qu'à la fin, ça va être une autre histoire. Le mésoderme paraaxial subit une métamérisation. Le mésoderme intermédiaire, au début, c'est-à-dire dans l'extrémité céphalique, lui aussi, va subir cette métamérisation. Que devient maintenant le mésoderme intermédiaire, puisque c'est lui qui sera à l'origine de l'appareil urinaire. On regarde. Alors, sur le schéma, alors sur cette représentation schématique d'une coupe sagittale de l'embryon, pardon. Voilà. On voit toujours l'extrémité céphalique de l'embryon et l'extrémité caudale. Ici, vous voyez l'intestin primitif, d'accord, qui s'étend de la membrane pharyngienne, la future bouche, jusqu'à la membrane cloacale, ici. Alors, le cloaque, c'est quelque chose aussi dont on va parler aujourd'hui. Alors, ce que je voudrais vous montrer ici, donc le tube digestif en formation avec l'anneau pancréatico-hépatique. Et là, vous avez le mésoblaste intermédiaire qui est en train d'évoluer. Regardez déjà, ce mésoblaste, il est constitué de 1, 2 et de 3 parties. D'accord? Le mésoblaste intermédiaire comprend dans le sens crânio-caudal 3 ébauches qui vont évoluer. Alors, j'appelle cette structure le cordon néphrogène. D'accord? Néphro comme néphron. Et donc, vous devinez que le rein va se former à partir de ce mésoblaste intermédiaire qu'on appelle à partir de maintenant le cordon néphrogène. D'accord? Alors, comment va évoluer cette ébauche? Alors, regardez, d'abord, il y a une portion pratiquement céphalique, il y a une portion, cervicale au niveau du cou, céphalique c'est là, donc cervicale, une portion thoracique et lombaire haute et une portion lombaire basse et sacrée. J'appelle ces 3 parties du cordon néphrogène le pronéphros, le mésonéphros et le métanéphros. D'accord? Alors, les 2 premières vont donner des reins qui sont transitoires, c'est-à-dire qui vont régresser au cours du développement embryonnaire. La dernière partie qu'on appelle le métanéphros sera à l'origine du rein définitif. D'accord? Ce que vous voyez ici, c'est pas le rein, c'est la portion sacrée du cordon néphrogène. Alors, on commence par le développement du pronéphros, c'est-à-dire l'extrémité cervicale du cordon néphrogène qui est ici. Regardez sur le schéma. Donc, tout d'abord, sur le schéma, on remarque que tout ça, c'est le cordon néphrogène, d'accord? Et on remarque qu'il y a une évolution d'abord dans l'extrémité cervicale, puis une évolution dans l'extrémité thoraco-lombaire, et enfin une évolution, on va voir, dans l'extrémité lombo-sacrée. Alors, ce qui se passe ici et là, d'accord, est tout à fait différent de ce qui se passe au niveau de la partie toute caudale du cordon néphrogène. Alors, je commence par le pronéphros. Le pronéphros, c'est l'extrémité cervicale, d'accord? On est ici, d'accord? Si je reviens un peu en arrière, on est là, d'accord? C'est l'extrémité ici cervicale du cordon néphrogène. Il faut savoir que le mésoderme, qui constitue le tissu de remplissage de l'embryon, va s'étaler tout en longueur dans l'embryon, d'accord? Vous avez l'ectoderme extérieurement, l'endoderme intérieurement, et le mésoderme, il va remplir l'embryon de l'extrémité céphalique à l'extrémité caudale. Le mésoderme paraaxial, c'est les somites. Le mésoderme latéral, c'est lui qui va nous donner le cordon néphrogène. Et ce cordon néphrogène, donc, il va s'étaler tout au long de l'embryon, c'est-à-dire de l'extrémité céphalique à l'extrémité caudale. Alors, au niveau de la région cervicale, on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, on regarde ici. Donc, voici notre mésoderme
Alors ici, le paraaxial, ici l'intermédiaire et là, le latéral. On s'intéresse d'abord à la première portion qui est le pronéphros. Alors regardez qu'il a subi j'ai parlé tout à l'heure de métamérisation, c'est-à-dire tout simplement une segmentation. Il va se diviser en quelques segments, à peu près 6 à 7 jusqu'à 8 segments, qui vont constituer tout d'abord des amas cellulaires pleins. D'accord? Alors, ces masses cellulaires vont ensuite se creuser d'une lumière et par la suite, elles vont s'allonger pour donner des tubules. Et ces tubules vont être appelés les tubules pronéphrotiques. Alors, quel est le devenir des tubules pronéphrotiques? On regarde, chaque tubule aura une extrémité dirigée vers le cellum interne, d'accord, donc qui va déverser dans le cellum interne, et une autre extrémité, donc proximale, une extrémité distale qui va s'allonger et rejoindre les extrémités distales des différents segments pour former un canal. Et je parle ici d'un canal pronéphrotique, d'accord? C'est clair pour tout le monde? Alors, le mésoderme intermédiaire, d'accord, qui est là, est segmenté en 3 portions, d'accord? Pronéphros, mésonéphros et en bas, le métanéphros, qu'on ne voit pas ici, d'accord? Je m'intéresse à l'extrémité de ce cordon néphrogène, qui est le pronéphros, d'accord? Qui est situé à peu près dans la région, j'ai dit, cervicale de l'embryon. Alors, qu'est-ce qui arrive à ce pronéphros? Il va se segmenter. Et plus correctement, je dirais, il va se métamériser, d'accord? Et former des amas cellulaires. 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 7 amas. Ces amas cellulaires qui sont d'abord pleins vont se creuser d'une lumière pour donner, donc ici c'est un amas cellulaire, ici c'est une vésicule. Quand il y a une lumière qui apparaît, on parle de vésicule. Et lorsque cette vésicule s'allonge, on parlera de tubule. D'accord? Ce n'est pas encore les tubules du néphron, etc. C'est un tubule que j'appelle les tubules mésonéphrotiques. Alors, ces tubules vont, regarder par leur extrémité distale, se raccorder et constituer un canal que j'appelle le canal pronéphrotique. Donc ici, à l'extrémité cervicale du mésoderme intermédiaire, j'ai le pronéphros en formation et j'ai le canal pronéphrotique en formation. Maintenant, je me pose la question, que va devenir ce pronéphros? On regarde ici, il y a une régression, une disparition ou bien une régression. Et au moment où ce pronéphros régresse, il y a déjà le mésonéphros qui est en formation. Donc, beaucoup d'étudiants se posent la question, quel est le rôle alors du pronéphros? Alors, le pronéphros, dans l'espèce humaine, il n'est pas du tout fonctionnel, d'accord? Les tubules ne sont pas fonctionnels. C'est une structure qui est très précoce, ça veut dire qu'elle apparaît très tôt au cours du développement embryonnaire, pratiquement à la 3e semaine du développement embryonnaire, mais qui disparaît rapidement. À la 4e semaine du développement embryonnaire, déjà, elle a disparu. Chez les invertébrés, chez les vertébrés plutôt inférieurs, comme les poissons, ce rein constitue, c'est ce pronéphros qui constitue le rein. Donc, c'est le rein des vertébrés inférieurs. Par contre, dans l'espèce humaine, il y a une évolution de l'ébauche rénale et cette première ébauche qui est le pronéphros va complètement disparaître. Elle va régresser. Alors, quel est son rôle? C'est tout simplement, voyez ce tube qui est en formation, ce tube pronéphrotique qui provient de la fusion des extrémités distales des tubules pronéphrotiques, d'accord? Ce tube mésonéphrotique, il va descendre plus bas et il va induire la formation du mésonéphros. Donc, on retrouve cette notion d'induction. Ça veut dire que le pronéphros qui est là, il s'est formé, il va disparaître, mais avant de disparaître, il va inciter le mésonéphros à se développer. On regarde maintenant le mésonéphros, d'accord? Que subit le mésonéphros encore une fois? Une métamérisation, d'accord? Le mésonéphros, maintenant, alors on parle du mésonéphros, et là, on dit que c'est le rein intermédiaire, ou bien c'est le rein transitoire.
ça sous-entend que quelque part, ce rein, il va être quand même fonctionnel à un certain moment au cours du développement embryonnaire, mais sa fonction aussi, comme son existence, elle est transitoire. D'accord? Alors, le rein intermédiaire, il est formé par le mésonéphros, qui est la deuxième portion du cordon néphrogène et qui va se situer pratiquement dans la région thoracique et lombaire haute. Donc, vous voyez qu'il y a une évolution spatiale de la région cervicale vers la région thoracique et lombaire. Et on va voir pour la dernière portion, on parlera de la région lombaire basse et sacrée. Donc, au niveau de la région thoracique et lombaire haute, on assiste à la différenciation du mésonéphros. De la même manière que le pronéphros, il va subir une métamérisation, donc la formation d'abord donc par différents stades de masse cellulaire pleine qui vont se creuser pour former des tubules et toujours l'extrémité distale, on parle d'une extrémité proximale et d'une extrémité distale pour les tubules. L'extrémité distale des tubules va se réunir pour former un autre canal que j'appellerai maintenant le canal mésonéphrotique. Le premier, c'était le canal pronéphrotique, le canal mésonéphrotique. Alors, on regarde sur un autre schéma. Voilà. Alors, l'évolution du mésonéphros. Alors, ici, c'est le mésonéphros au stade de masse cellulaire pleine, d'accord? C'est des amas cellulaires qui vont se creuser pour devenir des vésicules et regarder le devenir de la vésicule. Ils vont devenir des tubules, mais pas des tubules simples comme le pronéphros. Ça prend une forme un peu particulière et l'extrémité, regardez, l'extrémité proximale, elle va recevoir une branche artériolaire issue de l'aorte abdominale. Ici, vous avez la formation de l'aorte abdominale. D'abord, deux aortes qui vont se rejoindre pour former une seule. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez les structures qu'il y a là. Ici, c'est la vésicule vitéline, d'accord? Et là, vous reconnaissez le mésonéphros. Alors ici, c'est ce qu'on appelle l'épithélium célomique qui borde la vésicule vitéline, d'accord? Qui est là. Alors, qui borde, s'il vous plaît, le célome interne plutôt, d'accord? L'épithélium célomique qui est là. Alors, on va montrer autre chose tout à l'heure. J'y arrive. Alors, tout d'abord, on suit l'évolution des différents segments du mésonéphros. Ici, le stade de masse cellulaire, d'accord? Un amas plein qui va se creuser pour devenir une vésicule, puis qui va s'allonger pour former un tubule. La structure du tubule ici, elle est plus développée que le tubule pronéphrotique. Alors, on regarde l'extrémité proximale, elle subit une petite dilatation. Ça vous rappelle quoi ici? Une structure en forme de chambre, c'est la chambre glomérulaire, c'est la capsule de Bowman. D'accord? Donc, on peut appeler ces segments, ces tubules qu'il y a ici en formation, des néphrotomes. Ce n'est pas encore des néphrons, d'accord? Proprement dit, mais ce sont des néphrotomes. C'est-à-dire qu'on se rapproche un peu de la structure du néphron. Ce tubule, donc, son extrémité proximale va se dilater, former une sorte de capsule qui nous rappelle la structure de la chambre glomérulaire. Pour compléter le corpuscule de Malpighi, il faut un amas de capillaires sanguins qui vont venir d'une artériole issue de l'aorte abdominale. Ça, c'est l'extrémité proximale. L'extrémité distale qui est là, elle va s'allonger pour former des tubules. Il faut savoir que, on revient au schéma précédent, que chaque extrémité distale, regardez ici, voici le stade donc du tubule qu'on appelle néphrotome au niveau du mésonéphros. Alors regardez l'extrémité proximale, c'est celle-là qui va donner la capsule de Bowman. Et là, l'extrémité distale, elle va fusionner avec les différentes extrémités distales des différents néphrotomes et former un autre canal. Alors, toute cette région-là, on va l'appeler le corps de Wolff. D'accord? Le corps de Wolff, c'est une structure qui regroupe à la fois les tubules mésonéphrotiques, donc le mésonéphros,
et le canal mésonéphrotique. Et je vais voir le devenir de ce corps de Wolff ultérieurement. En bas, vous avez le métanéphros qui n'a pas encore commencé son développement. Alors, quel est le devenir de ce mésonéphros? Est-ce que le mésonéphros est fonctionnel puisqu'il a reçu une branche artériolaire? Sûrement que ces néphrotomes qui sont là en formation sont fonctionnels. Ils vont déjà commencer à exercer leur fonction de filtration, mais minime, et qui sera transitoire. D'accord? Donc, tout ce mésonéphros, normalement, il est destiné à disparaître, mais vous allez voir, pas totalement dans l'espèce, pas dans l'espèce, mais dans le sexe masculin. On va voir pourquoi. Alors pour cela, j'attire votre attention au niveau de cette région qui est l'épithélium cœlomique. Regardez, il y a une ébauche qui est en train de se former, c'est l'ébauche gonadique. C'est la gonade. Ça veut dire c'est soit un testicule, soit un ovaire. Ça dépend donc du sexe de l'embryon. Et ici, il y a un autre canal qui est apparu, ici, à part le canal mésonéphrotique, on l'appelle ce canal le canal de Müller. D'accord? Donc, chez un embryon aux environs de la 4e semaine du développement embryonnaire, il y a 2 canaux qui sont en formation. Les canaux mésonéphrotiques à partir du mésonéphros et plus bas, les canaux de Müller. Alors, la gonade en formation ici montre qu'il y a si vous voulez, un lien étroit. Il y a en tout cas un rapprochement entre l'ébauche rénale en formation et l'ébauche gonadique. Et on va voir que dans les deux sexes, les relations qui vont s'établir entre ces deux ébauches sont différentes. Alors, on regarde sur ce schéma. On récapitule. Donc ici, vous avez à ce niveau. Donc, vous avez le mésonéphros en formation, d'accord? Le cordon néphrogène qui est là. Donc, ici, vous avez un autre type de canal, c'est les canaux de Müller. Donc, 2 types de canaux. Le canal de Müller, bon, c'est bien sûr, c'est bilatéral. On a les 2 côtés, à droite et à gauche. Alors, ici, vous avez une gonade en formation. Je ne sais pas encore si c'est un testicule ou bien un ovaire. Bon, c'est mentionné sur le schéma. Donc, une gonade en formation et le cordon néphrogène qui évolue ici. Alors, dans le cordon néphrogène, j'avais au début le pronéphros qui a régressé. Ici, nous avons le mésonéphros et plus bas, nous aurons les métanéphros. Alors, ici, sur le schéma, l'objectif, c'est de vous montrer 2 choses. Premièrement, que le mésonéphros en développement, il est à côté de la gonade en développement, d'accord? Et que dans les 2 espèces, il y a ces 2 types de canaux. Le canal mésonéphrotique qui provient du mésonéphros, alors regardez comment il se forme. Voici les tubules mésonéphrotiques, d'accord? Une extrémité proximale, on a dit, qui reçoit une artériole qui va donner la capsule de Bowman et une extrémité distale qui se rejoint. La première qui descend, rencontre la deuxième, la 4e, etc. pour donner un canal qu'on appelle le canal mésonéphrotique. Alors ici, de l'autre côté, vous avez une autre paire de canaux qui sont en développement dans les 2 sexes. Je précise bien, dans les 2 sexes. Maintenant, l'évolution dépendra, d'après vous, de quoi? Du sexe du bébé, d'accord? Si c'est un petit garçon, regardez, il y aura un testicule en formation. Et très rapidement, regardez ce qui se passe. Des connexions qui vont s'établir entre la gonade en formation et les tubes quelques tubes mésonéphrotiques, pas tous. Puisque le mésonéphros, encore une fois, j'ai dit, c'est une structure transitoire qui disparaît, mais pas totalement. Déjà, il y a quelques tubes mésonéphrotiques qui persistent et qui vont établir des connexions avec la gonade en formation. Dans le sexe féminin, ça ne se produit pas. Donc, le mésonéphros va complètement régresser dans l'espèce ou bien dans le sexe féminin. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? D'accord?
Donc, le devenir du mésonéphros, ça dépend du sexe de l'embryon. Maintenant, je parle des autres canaux qui sont apparus, les canaux de Müller. À l'inverse, dans le sexe féminin, c'est les canaux de Müller qui vont se développer et qui vont régresser chez le petit garçon ou bien l'embryon de sexe masculin. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que les premiers stades du développement embryonnaire, chez l'embryon, le premier stade, il est indifférencié. On ne peut pas savoir si c'est un garçon ou c'est une petite fille. Tout dépend maintenant, est-ce qu'il y a un chromosome Y quelque part, puisque c'est l'expression d'un gène porté sur le chromosome Y, et c'est une sécrétion de testostérone chez l'embryon. Vous allez me dire que la testostérone est sécrétée à partir de la puberté. Oui, en grande quantité, de façon pulsatile, mais il y a toujours une petite quantité de testostérone qui est sécrétée chez l'embryon de sexe masculin. Et c'est cette testostérone qui va définir la différenciation de la gonade indifférenciée en testicules. Vous allez revoir ça dans l'appareil génital. Et la persistance des tubes mésonéphrotiques et au contraire, la régression des canaux de Müller. À l'inverse, l'absence d'expression de gènes ou l'absence même de chromosomes Y dans le sexe féminin va induire la disparition des tubes mésonéphrotiques, carrément, ils vont disparaître, tout le mésonéphros disparaît, et par contre, la persistance de la deuxième catégorie de canal qu'on a appelé les canaux de Müller. Alors, que devient le mésonéphros dans le sexe masculin? Alors, si on a vu sur le schéma qu'il y a des liens qui vont s'établir entre le testicule et ce mésonéphros, alors vous savez très bien qu'à la sortie du testicule, qu'est-ce qu'on a? On a l'épididyme. L'épididyme qui va se continuer par le canal déférent. Après le canal déférent, vous avez les vésicules séminales et enfin le canal éjaculateur. Donc le tube mésonéphrotique, d'accord, que vous avez ici en formation, qui est là, et qui existe dans les deux sexes, va donner dans le sexe masculin, regardez ces connexions, donc ces tubes mésonéphrotiques qui sont captés par la gonade en formation vont donner ce qu'on a appelé dans la structure des gonades en première année les cônes efférents. Les cônes efférents, c'est ce qui sort du testicule pour aller se connecter avec l'épididyme et la suite des canaux ou bien des voies génitales mâles, ça sera les canaux déférents et les canaux éjaculateurs avec bien sûr la vésicule séminale qui se forme à ce niveau. D'accord? Puisque ces structures n'existent pas chez la femme, donc chez la femme, on aura une régression totale du mésonéphros. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc jusque-là, ce qu'on va retenir, c'est que, juste pour rester un peu sur ce schéma, pour ceux peut-être qui n'ont pas encore compris, ici on a le développement du mésonéphros, le mésonéphros en formation, on reconnaît ces tubules. Ici le canal de Müller, donc à côté du canal mésonéphrotique, et là la gonade en formation. D'accord? Donc, si on doit récapituler, jusque-là, on a parlé de deux parties du cordon néphrogène, qui sont le pronéphros, qui a évolué en se métamérisant, c'est très important cette notion, en se métamérisant tout comme le mésoderme paraaxial, tout comme les somites, d'accord? En se métamérisant, en passant par trois stades, stade de masse cellulaire, d'accord? Stade de vésicule, lorsque la lumière apparaît, et lorsque cette vésicule s'allonge, ce sont des tubes ou bien des canaux pronéphrotiques, d'accord? L'extrémité distale a donné le canal pronéphrotique. Le tout va régresser, que ça soit chez la fille ou bien chez le garçon. Quand on arrive au mésonéphros, on est là, d'accord? Quand on arrive au mésonéphros, il y a toujours cette histoire de métamérisation, c'est-à-dire de segmentation. La preuve, le mésonéphros a donné un ensemble d'amas cellulaires
qui se sont creusés pour donner des vésicules, qui se sont ensuite allongés pour donner des tubules mésonéphrotiques. Seulement ici, la différence pour le mésonéphros, la structure du tubule est plus élaborée. On reconnaît une extrémité qui ressemble au corpuscule de Malpighi, qui va d'ailleurs former un corpuscule de Malpighi en recevant une branche artérielle à partir de l'aorte abdominale. Et dans l'extrémité distale, regardez bien l'extrémité distale, la première, qui rejoint caudalement la deuxième, la troisième, la quatrième, pour former ce que j'ai appelé le canal mésonéphrotique, que j'appelle aussi le canal de Wolff. Alors, qu'est-ce que j'ai appelé le corps de Wolff? C'est le tout. Tout ça, c'est le corps de Wolff, c'est-à-dire, c'est les tubules mésonéphrotiques et le canal mésonéphrotique. Le devenir du corps de Wolff, je répète encore une fois, est différent selon qu'il s'agit d'un sexe masculin ou d'un sexe féminin. D'accord? Donc, la gonade en formation, elle sera à peu près à ce niveau. D'accord? Quand il s'agit d'un petit garçon, il y a des connexions qui vont s'établir et ce canal, alors ces connexions qui sont là, quand elles rejoignent la gonade, elles vont former ce que j'ai appelé les cônes efférents, c'est-à-dire à la sortie du testicule. Et le reste, ce canal mésonéphrotique va donner l'épididyle, le canal déférent et le canal éjaculateur. On rajoute aussi la vésicule séminale. Maintenant, regardez l'extrémité du canal mésonéphrotique avant de passer au métanéphros, qui est là. Le métanéphros, c'est cette région. C'est l'extrémité caudale du cordon néphrogène. Alors, avant de passer au métanéphros, regardez l'extrémité du canal mésonéphrotique. Alors, elle est là, elle commence là, voilà le canal mésonéphrotique, et hop, il va déboucher à l'extrémité caudale de l'embryon qu'on appelle le cloaque. L'extrémité caudale de l'embryon, rappelez-vous, au cours de la gastrulation, on a dit le mésoderme se forme dans la totalité de l'embryon, sauf au niveau des deux extrémités. Au niveau céphalique, on a parlé de la membrane pharyngienne, et au niveau caudal, on avait parlé de la membrane cloacale. Donc voilà ce que j'appelle la région du cloaque, c'est l'extrémité caudale de l'embryon. Vous devinez que c'est à ce niveau que va se former ce qu'on appelle le sinus urogénital, d'accord? Ou bien la région, donc aussi bien le sinus urogénital que la région du canal anal et de l'anus, d'accord? On va revenir à cette région tout à l'heure quand on va parler de la formation du bas appareil urinaire. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, c'est l'extrémité du canal mésonéphrotique. Alors, d'une part, elle débouche dans le cloaque. C'est pas pour rien, puisque on va voir que cette extrémité, elle va aussi participer à la formation du bas appareil. Regardez ce petit diverticule qui apparaît ici. D'accord? Ce bourgeon qui est là, qui provient du mésonéphros et qui va rejoindre envers le métanéphros. Alors, ce bourgeon, on l'appelle le bourgeon urétral. Urétéral. D'accord? Ça veut dire qu'il sera à l'origine des urétères. D'accord? Des urétères. Et la partie que vous voyez en vert ici, c'est le métanéphros, auquel on donne aussi le nom de blastème métanéphrogène. Alors, qu'est-ce que c'est un blastème en histologie? Ça désigne une masse de tissu compact, d'accord? C'est-à-dire qui n'a pas subi de métamérisation, d'accord? Le métanéphros, à l'inverse du pro et du mésonéphros, ne subit pas de segmentation, plus exactement de métamérisation, mais reste sous forme d'une masse tissulaire compacte que j'appelle le blastème métanéphrogène. Et c'est à partir de ce blastème métanéphrogène que va se développer, d'après vous, le rein définitif. Jusque-là, on a parlé d'un rein, ici même pas de rein, d'accord? On a parlé d'un pronéphron, une structure vraiment très rudimentaire, très éphémère. Ici, on a parlé d'un rein qui est quand même fonctionnel jusqu'à la 8e semaine du développement embryonnaire,
Donc jusqu'au 2e mois, c'est un rein transitoire. Et là, on parle d'un rein définitif. Quelles sont les 2 ébauches qui participent à la formation du rein définitif? C'est le métanéphrose, ou bien je l'ai appelé à l'instant le blastème métanéphrogène, et un bourgeon qui provient du canal mésonéphrotique que j'appelle le bourgeon urétral. D'accord? Le bourgeon urétral. Donc, la finalité, si je vous dis que ce qui est en vert ici, le blastème va former le rein, et le bourgeon urétral va donner les urétères, donc regardez, c'est bilatéral, ça sous-entend que le haut appareil, qui est représenté par les reins et les urétères, sont tous les 2 d'origine mésodermique. Même si c'est pas uniquement le métanéphrose, mais le méta et le méso et le pro sont d'origine mésodermique, d'accord? Mais il faut distinguer ces 2 ébauches. C'est pour ça que je vous ai dit dans l'introduction, il n'y a pas une ébauche qui donne le rein, mais plusieurs. D'abord, le mésoderme intermédiaire en lui-même qui est divisé en 3 parties. Ensuite, le rein définitif qui est formé par le métanéphrose et un diverticule qui provient du mésonéphrose qu'on appelle le bourgeon urétral. La finalité, c'est que tout le rein définitif ou bien la partie haute de l'appareil urinaire, rein et urétère, dérive du mésoderme. D'accord? Comment maintenant va évoluer cette partie caudale du cordon néphrogène? Alors remarquez qu'il y a une évolution dans le temps, puisque là c'est à peu près à la 3e semaine, là on est à la 4e semaine, et à peu près vers la 5e semaine commence la différenciation du cordon néphrogène à l'extrémité caudale, c'est-à-dire au niveau du métanéphrose. Donc il y a une évolution dans l'espace et une évolution temporelle. Ça aussi c'est une caractéristique de l'embryologie de l'appareil urinaire. D'accord? Alors comment évoluer, comment on va voir l'évolution de cette partie qui est là. Alors on regarde. Donc, un petit récapitulatif toujours. Alors ici, je veux montrer le cordon néphrogène. Alors, encore une fois, on le répète jamais assez, une métamérisation au niveau de l'extrémité cervicale, le pronéphrose, une régression totale. Ici, une métamérisation, et on voit très bien la différenciation, regardez, des tubules mésonéphrotiques qui n'est pas aussi simple que celle des tubules pronéphrotiques. Et en même temps, ici, si on a une gonade en formation ici, on va voir que ce mésonéphrose ne régresse pas totalement. D'accord? Il y a quelques tubules qui vont se connecter aux testicules et la partie postérieure va former un canal. Alors, ce canal, maintenant, il nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'il va me donner un petit diverticule qui va pénétrer dans le blastème métanéphrogène en vert. Et regardez déjà, dès qu'il pénètre à l'intérieur du blastème métanéphrogène, il va se dilater. D'accord? Alors, l'évolution, on regarde ici, l'évolution du bourgeon urétral, dont l'origine est là. D'accord? Dépend de cette connexion avec le blastème métanéphrogène. Ici, donc, je vous renvoie à la notion que j'ai citée au début, dans l'introduction, la notion de l'induction. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bourgeon urétral, je reviens quand même en arrière, ce bourgeon que vous voyez ici, d'accord, qui provient du tube mésonéphrotique, même s'il régresse totalement chez la fille, mais il nous donne quand même ce petit bourgeon. Alors ce bourgeon, il est très important. Il est décisif pour le développement du rein. S'il n'y a pas ce bourgeon qui ultérieurement va donner l'urètre, il n'y a pas de développement du rein. Ça veut dire sur une échographie d'un nouveau-né ou bien même les échographies obstétricales qu'on fait pendant la grossesse, si on retrouve pas l'urètre, ça sous-entend déjà qu'il y a une ingénésie rénale quelque part, soit unilatérale, soit bilatérale. Ça veut dire que le bourgeon urétral, c'est lui qui détermine le développement du blastème
métanéphrogène. C'est vraiment une histoire d'induction, d'accord? C'est très, en fait, quand on dit induction, c'est simple, c'est une interaction entre deux tissus. Mais en réalité, c'est pas aussi simple que ça. Quand on dit interaction entre deux tissus, un tissu est constitué de cellules et dans une cellule, il y a des gènes qui vont s'exprimer pour, si vous voulez, commander la formation de certains facteurs, des protéines, comme des facteurs de croissance, par exemple. Et ce sont ces facteurs-là, ces molécules qui vont dire au tissu qui est induit de se développer, de se différencier. Donc, il y a véritablement un langage ou bien un dialogue moléculaire qui va s'établir entre ce bourgeon qui est d'origine mésonéphrotique et cette masse de cellules qui est d'origine métanéphrotique. Et si ce dialogue se passe mal, on aura une malformation qui peut aller jusqu'à l'absence totale de formation du rein, c'est-à-dire une agénésie rénale. Donc, c'est très important, cette histoire d'induction. Et sur le schéma suivant, qui est là, vous allez voir que, en fait, l'induction, elle est mutuelle, elle est réciproque. Le bourgeon urétral va induire le développement du blastème métanéphrogène et le blastème métanéphrogène induit la ramification du bourgeon urétral. Le bourgeon urétral qui va pénétrer. Donc ici, on reconnaît déjà la structure du rein, d'accord? Donc on a le rein, on a ici l'urétère, on a le bassinet, on a les calices, les grands calices, les petits calices, et normalement après on doit trouver après les petits calices les canaux collecteurs, d'accord? Donc le bourgeon urétral, s'il ne pénètre pas le blastème métanéphrogène, il ne va pas subir cette ramification. Ça vous rappelle un peu la ramification de l'arbre branchique en formation. C'est des divisions dichotomiques, c'est-à-dire de part et d'autre. Chaque segment va donner 2 segments et ainsi de suite. Et cette ramification, elle va donner le système excréteur du rein. D'accord? Le système excréteur, c'est quoi? En intrarénal, c'est d'abord le tube collecteur, d'accord? Les petits calices, les grands calices et le bassinet. Et bien sûr, ce système excréteur va se continuer par l'urètre. Donc, logiquement, le diverticule, ou ce qu'on a appelé tout à l'heure le bourgeon urétéral, d'origine mésonéphrotique, il est à l'origine de quoi? Au niveau du haut appareil. Il est à l'origine des portions excrétrices, d'accord? Des portions excrétrices. Et le blastème métanéphrogène sera à l'origine de la portion sécrétrice, donc des néphrons, d'accord? Qu'est-ce qu'on appelle la portion sécrétrice? C'est les néphrons. Alors, comment ça se passe? On regarde le schéma suivant. Déjà ici, vous remarquez quelque chose. Alors, tout ce qui est en vert, c'est le système excréteur, d'accord? Tout ce qui est en vert, c'est le système excréteur. On avait mis la même couleur tout à l'heure pour le diverticule, pour le bourgeon urétral. Donc, tout ce qui est en vert provient du bourgeon urétral. Ce qui est en bleu, s'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à voir ce qu'il y a là? D'accord? Alors, ce sont des petits amas qui appartiennent au blastème métanéphrogène. Ça veut dire quoi? Tout simplement que, regardez sur le schéma suivant. Alors, voici, sur ce schéma, c'est plus explicite. Alors, ici, en foncé, en forme d'haricot, c'est pas le rein, c'est le blastème métanéphrogène. C'est pas encore le rein. C'est le blastème métanéphrogène. Et ici, en jaune ou là, en orange, c'est le bourgeon urétral. Alors, regardez, dès qu'il y a contact entre les deux vont commencer à se différencier. Donc, c'est cette histoire d'induction mutuelle ou bien réciproque. D'accord? Le bourgeon urétral, dès qu'il est au contact du blastème métanéphrogène, regardez, il va commencer à se ramifier, d'accord? Et le blastème métanéphrogène, dès qu'il reçoit ces ramifications, il va commencer à former ces petites structures sphériques, c'est-à-dire qu'il va se fragmenter, il va donner des amas. Donc j'ai un blastème qui reçoit un bourgeon urétral. Dès que le bourgeon pénètre, le blastème répond aux ramifications en se fragmentant, en donnant des masses cellulaires que j'appelle les coiffes métanéphrogènes. Une coiffe,
elle est plus évidente sur ce schéma. Regardez, les dernières ramifications. Alors, les dernières ramifications, logiquement, puisque c'est le système excréteur, correspondent au tube collecteur. Au tube collecteur, d'accord? Et ce qui est en bleu, c'est du mésenchyme, d'accord, rénal, en formation, à partir du blastème méthanéphrogène. Chaque ramification, elle sera recouverte par du blastème, une partie du blastème méthanéphrogène, et j'appelle cette coiffe la coiffe méthanéphrogène. Donc, chaque coiffe, d'après vous, elle va évoluer pour donner quoi? Un néphron. D'accord? C'est clair? Donc, un néphron. On regarde sur le schéma. Donc, les ramifications vont s'accentuer et à un certain moment, dès qu'on a des fines ramifications, le blastème méthanéphrogène va donner au contact de cette ramification une petite masse cellulaire qui va évoluer de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire une masse pleine qui va se creuser, qui va devenir une vésicule et qui va ensuite s'allonger pour donner un tubule. Mais vous allez voir que cette fois-ci, on regarde, cette fois-ci, la ramification de ce tubule, elle sera plus accentuée et mieux définie. Ça veut dire qu'on se rapproche enfin de la structure qu'on connaît, la structure du néphron. Alors, dans le néphron, on reconnaît une partie qui est dilatée, qui correspond à la chambre glomérulaire, à la capsule de Bowman. Cette capsule de Bowman reçoit des branches artériolaires, j'ai dit à partir de l'aorte abdominale qui n'est pas loin, et très rapidement, on reconnaît la structure d'un corpuscule de Malpighi. Au début, regardez la courbure de ce tubule. En fait, ça ressemble à un S majuscule ici, d'accord, un S majuscule qui va très rapidement s'allonger et accentuer sa courbure. Pourquoi accentuer sa courbure? Tout simplement pour donner naissance aux structures qu'on connaît, c'est-à-dire par là le tube contourné. Allez, la structure, vous la connaissez. Tube contourné proximal. On voit pas encore une formation qui ressemble à l'anse de Henle, mais normalement, la prolongation ou bien la courbure encore de cette partie va nous donner l'anse de Henle et à la fin, nous aurons le tube contourné distal. D'accord? Est-ce qu'on a compris ce qui s'est passé au niveau du blastème méthanéphrogène? Encore mieux, peut-être sur un autre schéma. Alors, je reste d'abord ici. Regardez. Ici, comment j'ai appelé cette structure tout à l'heure? Bon, c'est écrit sur le schéma. La coiffe méthanéphrogène. Alors, tout ça, ça doit être clair dans votre tête. Tout d'abord, voici mon bourgeon urétral. Il rentre, il se ramifie. Les dernières ramifications vont être coiffées par des amas de cellules provenant du blastème méthanéphrogène. Le blastème méthanéphrogène, c'est le méthanéphros, tout simplement. D'accord? On l'appelle blastème parce que j'ai dit, il ne subit pas de métamérisation. Alors, il donne cet amas de cellules. En fait, il se fragmente. Il donne un amas de cellules. Cet amas va devenir une vésicule. Cette vésicule s'allonge en forme de S majuscule et devient un tubule. Et le tubule va très rapidement s'allonger et devenir un néphron. Les néphrons, les différents néphrons, vont se raccorder au tube collecteur qui s'est formé à partir du bourgeon urétral. Est-ce que c'est clair? D'accord? Alors, sur un autre schéma, on regarde. Alors, ici, c'est le blastème méthanéphrogène. Et là, le bourgeon urétral qui a pénétré le blastème méthanéphrogène. Cette histoire d'induction, alors, ce blastème, c'est lui qui va induire le bourgeon à se ramifier, et à l'inverse, le bourgeon va induire le blastème à se fragmenter. Très bien. Voilà. Alors, la ramification donne, je répète encore une fois, tout le système excréteur du rein, c'est-à-dire du bassinet jusqu'au tube collecteur, d'accord, et même les urétères. Il va se continuer par les urétères, d'accord. Et le blastème méthanéphrogène, quant à lui, va donner les coiffes méthanéphrogènes, donc ces petites vésicules qui sont là, qui vont constituer des coiffes. La coiffe, c'est quand ça recouvre la dernière ramification et qui vont, regardez ici,
c'est très explicite. Voici une vésicule qui commence à s'allonger, à se raccorder au tube collecteur et la structure du néphron qui va progressivement se compléter ou bien se définir. Au début, c'est un simple tubule et ce tubule va s'allonger et il va surtout, je dirais, se courber pour former à l'extrémité proximale la capsule de Bowman et à l'extrémité distale, le tube contourné distal. Voilà, puisque le néphron, il commence au niveau de la capsule de Bowman et se termine au niveau du tube contourné distal. D'accord? Donc, vous voyez bien que quand on parle de l'embryologie du rein, il y a plusieurs ébauches qui interagissent. Là, on est uniquement au niveau du haut appareil. Donc, le haut appareil, pour résumer, il dérive du mésoderme. Plus précisément, l'appareil, donc l'appareil rénal, l'urinaire définitif, il provient du mésoderme, on a dit, intermédiaire, bien sûr, le cordon néphrogène, et plus précisément de la partie distale de ce cordon néphrogène qui est le métanéphros, d'accord? Le mésonéphros, donc, qui s'est formé en premier lieu, alors, il n'est pas là pour rien. Tout d'abord, c'est un rein transitoire qui va fonctionner chez l'embryon et c'est lui qui va induire la formation du rein définitif. S'il n'y a pas le bourgeon urétral à partir du mésonéphros, le blastème métanéphrogène ne pourra pas se développer. D'accord? En plus, rajoutez le fait que le canal mésonéphrotique ou bien les tubules mésonéphrotiques jouent un rôle très important dans la formation des voies génitales mâles ou bien masculines. Voilà. C'est clair pour l'évolution du métanéphros. Alors, ici, alors sur ce schéma, on voit ici l'ébauche rénale en formation, d'accord? Enfin, pour le moment, c'est déjà, à ce stade, c'est déjà un rein. Alors ici, vous avez une gonade en formation, d'accord? Une gonade en formation, puisque ici, vous avez le rein qui se forme à la partie, j'ai dit distale, du côté donc distal de l'embryon, et là, on va commencer à avoir ce qu'on appelle l'ascension du rein. Donc, le rein formé initialement pratiquement dans la région lombaire et sacrée va remonter, d'accord, pour atteindre sa position définitive au niveau de la région lombaire. Et regardez bien le devenir du bourgeon urétral en jaune. Ici, le bourgeon urétral, on a dit, il provient ici du mésonéphron. Alors ici, d'après vous, c'est un embryon de sexe féminin ou bien masculin? Pourquoi? Alors en bleu, c'est quoi? En bleu, c'est quoi? En bleu, c'est le mésonéphros. La preuve, il nous a donné ici le bourgeon urétral, d'accord? Et il s'est abouché dans le cloaque. Ici, on remarque des liens étroits entre la gonade en formation, d'accord, et le mésonéphros. Donc, probablement, donc c'est un embryon de sexe masculin. En fait, le schéma ici, c'est juste pour vous montrer l'ascension définitive du rein pour atteindre sa position lombaire. Et c'est l'ascension du rein, regardez, qui permet l'allongement de l'urètre. L'urètre, au début, elle est courte. C'est le bourgeon urétral, l'urètre. C'est le bourgeon urétral qui pénètre, s'il vous plaît. Il ne faut pas impacter la qualité de l'enregistrement, surtout. Alors, le bourgeon urétral qui est là, qui a donné toutes les structures excrétrices au niveau du blastème métanéphrogène pour former le rein. Le reste va donner, on a dit, l'urétère. En fait, l'urétère, elle n'est pas aussi courte. L'urétère, c'est un conduit musculo-membraneux qui est quand même assez lent, qui vient de la région lombaire jusqu'à la région pelvienne pour atteindre la vessie. Et c'est la remontée, l'ascension de ce rein vers la région lombaire qui va permettre justement l'allongement de l'urètre. D'accord?
Alors, maintenant, on passe au développement de la partie basse de l'appareil urinaire. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la formation du rein et des uretères. On a compris l'origine embryologique des deux, d'accord? Il ne faut pas confondre, s'il vous plaît. Quand on parle du rein, il y a la portion sécrétrice et la portion excrétrice. En fait, toute la difficulté de ce cours, c'est de connaître les différentes ébauches et le devenir de chacune d'elles, d'accord? Chaque ébauche, qu'est-ce qu'elle va donner? Portion excrétrice ou bien portion sécrétrice? Est-ce que cette ébauche, elle est définitive ou bien transitoire? On a vu que les deux premières, pro et méso, sont transitoires. Pour le méso, ça dépend du sexe. Et pour la dernière portion du cordon méphrogène, qui est le métanéphros, il y a cette interaction entre une partie qui vient du mésonéphros et le blastème métanéphrogène lui-même. D'accord? Alors maintenant, qu'est-ce qui en est de l'origine embryologique du bas appareil urinaire? Tout à l'heure, on a dit une origine embryologique tout à fait différente. D'accord? Maintenant, on ne parlera plus du mésoderme, enfin pas totalement, vous allez voir pourquoi, et on parlera, on regarde ici, alors là, on est au niveau de l'extrémité caudale de l'embryon. L'extrémité caudale de l'embryon, tout à l'heure j'ai dit, elle est fermée par le cloaque, d'accord? Alors le cloaque, c'est une membrane qui va se retrouver ici, d'accord? Initialement. Et au cours du développement embryonnaire, il y a un peu de mésenchyme qui va venir ici, remarquez la flèche qui est là, et qu'on appelle un éperon périnéal ou bien un septum urorectal. D'accord? C'est du mésenchyme. Ici, c'est de l'endoderme puisque l'intestin primitif va s'aboucher ici. D'accord? Ça, c'est une partie de la lantoïde. D'accord? Et l'intestin primitif qui est là, ici, c'est une partie de la lantoïde. Cet éperon périnéal ou bien le septum urorectal va diviser le cloaque en deux régions, qui sont le sinus urogénital, d'accord, en avant, et en arrière, voilà, la région anorectale, d'accord? On est toujours dans le cloaque. Bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le sinus urogénital. Cette partie, normalement, vous l'avez faite dans l'appareil digestif, la région où se développe donc le rectum et l'anus, d'accord? Alors, au départ, c'est une même membrane, mais qui est subdivisée par ce fameux septum urorectal. Alors, le sinus urogénital reçoit, au moment de la délimitation de l'embryon, rappelez-vous, il y a une partie de la lantoïde qui va pénétrer à l'intérieur de l'embryon. Et on l'avait dit déjà en première année, le devenir des annexes embryonnaires, quand on a parlé de la lantoïde, on a dit que c'est un diverticule de la vésicule vitéline, secondaire, rappelez-vous. Et au moment de la délimitation, il y a une partie qui va aller en avant de cette membrane cloacale, ici, d'accord, et qui va participer à la formation de la vessie et de l'urètre, d'accord, la vessie et l'urètre. En fait, le sinus urogénital, il ne donne pas que la vessie. Une partie urinaire qui va donner la vessie et l'urètre, et une partie génitale qui va participer à la formation des organes génitaux externes, d'accord? Vous allez revoir ça dans la partie appareil génital. Alors, ce qui m'intéresse ici, alors sur le schéma toujours, on voit, regardez, le rein qui s'est formé normalement là et qui a commencé son ascension. On remarque l'allongement de l'urètre. Alors, ce que vous voyez ici, c'est quoi? C'est le tube mésonéphrotique, d'accord? C'est le tube mésonéphrotique. On avait dit tout à fait au début que le tube mésonéphrotique débouche dans le cloaque. Normalement, cette urétère qui est là, elle dérive d'ici, d'accord? C'est un bourgeon du mésonéphros, le bourgeon urétral. Mais remarquez que l'ascension du rein, d'accord, va tirer sur le bourgeon urétral de telle façon que les urétères vont enfin déboucher distinctement au niveau de la vessie en formation.
au début, je ne sais pas si, on va voir sur le schéma suivant, d'accord? Le bourgeon urétral, si on revient un peu en arrière, ici, regardez bien le bourgeon urétral ici. Il est là, le bourgeon urétral. C'est la future urétère, d'accord? C'est les futurs urétères qui vont se former ici. Ils débouchent dans le tube mésonéphrotique, dans le canal mésonéphrotique. Le canal mésonéphrotique débouche dans le cloaque. Et l'ascension du rein va tirer sur les urétères qui vont, à un certain moment, déboucher tout seul au niveau de la vessie. Donc, les deux urétères vont ramener l'urine directement des reins vers la vessie. Il y aura donc séparation entre le bourgeon urétral et le canal mésonéphrotique, puisque le canal mésonéphrotique, déjà, il tend à disparaître chez la fille, mais chez l'homme, il va constituer les voies spermatiques. Alors, on revient à notre schéma, ici, pour expliquer la formation de la vessie. Alors, la vessie va se former, donc, en partie par l'allantoïde, donc une partie de l'allantoïde va former une portion de la vessie au niveau du sinus urogénital, et cette vessie, donc, elle va recevoir les deux urétères. Par contre, regardez les tubes mésonéphrotiques qui sont là, il y aura un autre de l'autre côté, puisqu'il y en a deux, ils vont rapidement descendre et fusionner en bas. On voit ça sur le schéma suivant. Alors, regardez, en vert, c'est les tubes mésonéphrotiques, comme on les a appelés tout à l'heure, le canal de Wolff, d'accord? Il y a les tubes mésonéphrotiques, le corps de Wolff, et le canal de Wolff qui est le tube mésonéphrotique. Ils sont là, et regardez initialement le bourgeon urétral, qui est issu du canal de Wolff, et le canal de Wolff sont liés. Et progressivement, on regarde ici, l'ascension des reins va tirer sur les urétères de façon qu'elles vont déboucher, enfin, toutes seules au niveau de la vessie. Alors ici, nous avons une partie de l'allantoïde, ici, la membrane cloacale, une partie de l'allantoïde qui va former une partie de la vessie, pas la totalité de la vessie, en avant, d'accord? La partie postérieure de la vessie, regardez, elle va être formée. Alors, les deux tubes mésonéphrotiques, les deux bourgeons urétraux, en jaune. Donc, les reins remontent, donc les bourgeons urétraux vont remonter avec lui, d'accord, puisque c'est les urétères, et ils vont se séparer du canal de Wolff, exactement. Le canal de Wolff, il va persister chez l'homme, et ils vont, donc ces deux canaux vont se réunir à la partie inférieure de la vessie. La région délimitée par les deux urétères qui sont là, et les canaux de Wolff qui vont se réunir, vont former une sorte de triangle qu'on appelle le trigone vésical. D'accord? Bon, je ne sais pas si on vous a déjà parlé de ça en anatomie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le trigone vésical? C'est la partie postérieure de la vessie qui est différente de la partie antérieure qui, elle, dérive directement de l'allantoïde. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire concernant l'origine embryologique de la vessie? Elle est double. Donc, une partie de la paroi de la vessie dérive de l'endoderme, puisque c'est l'allantoïde. L'allantoïde, c'est une extrémité de la vésicule vitelline. Or, on sait que la vésicule vitelline, elle est délimitée par l'endoderme. D'accord? Donc, une partie de la vessie va se former à partir de l'allantoïde, et donc elle est d'origine endodermique. La partie postérieure provient, ça veut dire que les deux tubes mésonéphrotiques, en fait, comment ils disparaissent? Ils régressent, ils finissent par fusionner et s'incorporer à la paroi de la vessie. S'incorporer, c'est-à-dire carrément s'intégrer à la paroi de la vessie, la paroi postérieure. Et ça donne une structure qui est différente de la partie antérieure, qui se situe entre les deux urétères ici et la partie inférieure de la vessie qui correspond à la région de l'urètre. D'accord? Et cette partie d'ailleurs qui est triangulaire
porte le nom de trigone vésical. Alors, le trigone vésical, c'est plus qu'une région anatomique, c'est aussi je dirais, un élément physiologique très important dans la physiologie de la vessie. D'accord? La région du trigone vésical comporte un muscle lisse qui joue un rôle très important comme dispositif anti-reflux, c'est-à-dire qui empêche le reflux de l'urine vers le haut appareil, qui peut causer des infections, etc., et qui a aussi un rôle dans la physiologie de la miction, dans le contrôle de la miction. Il y a bien sûr les sphincters qui sont soit lisses, soit striés, mais il y a aussi ce trigone vésical, la région du trigone vésical, qui est très importante, j'ai dit, dans la physiologie de la vessie. D'accord? Donc, est-ce qu'on a compris pour ce qui est de l'origine embryologique du bas appareil? Donc, double origine embryologique. Une origine principalement endodermique à partir d'une partie de l'allantoïde qui donne une partie de la vessie et l'urètre. Alors, l'urètre, c'est pas la même chose chez la fille aussi et chez le garçon. Vous savez très bien que chez la fille, l'urètre, elle est très courte. Donc, la totalité de l'urètre se forme par ce mécanisme. Par contre, chez l'homme, il y a l'urètre. Il y a trois segments au niveau de l'urètre, d'accord? Il y a l'urètre pelvien, l'urètre prostatique et l'urètre pénien. Donc, la première portion de l'urètre, elle est formée de la même façon que chez la fille à partir de l'allantoïde. Le reste va se former, logiquement, on avait dit, chez le garçon, à partir du canal de Wolff, qui ne disparaît pas. Le canal de Wolff, chez le garçon, il est très important. Il donne toutes les voies spermatiques à commencer de l'épididyme jusqu'à l'urètre. D'accord? Donc, c'est très important de connaître cette distinction. Ce qui se passe maintenant au niveau de la paroi postérieure de l'allantoïde, il est identique dans les deux sexes, c'est-à-dire l'incorporation progressive, regardez en vert, des canaux de Wolff dans la paroi et la partie basse de l'allantoïde pour former cette région du trigone vésical. J'espère que c'est clair. Alors, on termine bien sûr par les malformations. J'ai dit dans le début de mon cours que les malformations rénales sont quand même assez fréquentes. On va citer quelques exemples au passage. Alors, ici, vous remarquez un défaut de migration d'un rein, ce qu'on appelle une ectopie. Un organe en position atypique, on parle d'ectopie. Alors l'ectopie, elle peut être bilatérale, elle est rarement bilatérale au fait, elle touche souvent un seul rein. Donc un rein qui est resté en position pelvienne, un autre rein qui a subi son ascension normalement. Alors des fois, les deux ébauches rénales restent soudées et forment ce qu'on appelle un rein en fer à cheval. Alors ici, c'est le dédoublement de l'urètre. Pardon? Oui, ça sera une ectopie. Mais j'ai dit l'ectopie, elle est rarement bilatérale. Ce qu'on a vu maintenant, c'est le cas. Voilà, le rein est resté en position pelvienne. Donc, non, la surrénale, elle se développe plus haut. Non, donc la surrénale, elle est là. D'accord? Donc, la surrénale, elle se forme aussi comme l'ébauche de la gonade au niveau de l'épithélium célomique. C'est le contraire, c'est le rein qui va rejoindre la surrénale au cours du développement embryonnaire. Alors ici, une ectopie. J'ai dit l'ectopie, elle est rarement bilatérale. Ici, c'est un rein en fer à cheval. Ici, c'est un dédoublement de l'urètre. Alors, j'ai dit tout à l'heure que s'il n'y a pas d'urètre, il n'y a pas de rein, vu cette histoire d'induction, mais il arrive que l'urètre soit double. Donc, il y a deux bourgeons urétraux qui se sont formés, induisant ou non le dédoublement du rein. Il y a rarement un dédoublement des reins. Il faut savoir que dans le corps, il y a parfois ce qu'on appelle comme par exemple pour le sein, il y a des seins surnuméraires en plus. Mais les reins surnuméraires, c'est exceptionnel. Mais ça peut arriver. Ça veut dire, ils peuvent être fonctionnels, bien sûr. D'accord? Alors, ici, la génésie, par contre, quand elle est unilatérale, vous devinez que ça peut ne pas causer de problème. On peut vivre facilement avec un seul rein. D'accord? Mais quand elle est bilatérale, ça cause problème parce que on ne peut pas vivre sans rein. D'accord? Donc, la génésie rénale bilatérale,
elle est incompatible avec la vie, logiquement. Un bébé peut naître avec une agénésie rénale. Vous allez me dire donc comment il a fonctionné in utero. Vous savez très bien qu'en utero, il y a le placenta qui joue le rôle d'organe d'épuration. D'accord? Donc c'est vrai que l'embryon ou bien le fœtus produit de l'urine déjà à partir de la 8e semaine, puisqu'on a dit que le mésonéphros était un rein transitoire fonctionnel. Où va l'urine du bébé, d'après vous? L'urine du bébé, elle va dans le liquide amniotique. D'accord? Et on a dit déjà dans la composition du liquide amniotique, en première année, qu'elle est composée en majorité d'eau. Et dans cette quantité liquidienne de liquide amniotique, il y a une grande partie d'urine fœtale. Et le fœtus va déglutir, encore une fois, ce liquide amniotique pour activer ses reins. Seulement, les déchets sont éliminés après. Donc, l'urine fœtale ne va pas quitter l'organisme maternel. D'accord? L'urine fœtale, elle est déglutie par le fœtus et les déchets seront encore une fois renvoyés via le placenta vers le sang maternel et c'est la maman qui va éliminer ces déchets par ses reins. D'accord? Donc, vous voyez que la quantité de liquide amniotique, quand on fait une échographie obstétricale au dernier trimestre, une quantité insuffisante de liquide amniotique qu'on appelle oligoamnios, elle doit vous inciter à rechercher une agénésie rénale ou là un problème au niveau du développement embryologique du rein. D'accord? C'est très important. Pourquoi? Parce que la maturité pulmonaire du bébé, qui est un facteur déterminant de la viabilité du nouveau-né, dépend justement de ce liquide amniotique. Quand il n'y a pas beaucoup de liquide amniotique, les reins ne peuvent pas maturer correctement. Donc, c'est très important de surveiller la quantité de liquide amniotique durant le 3e trimestre de la grossesse, donc à partir du 2e trimestre, et de savoir s'il n'y a pas une malformation rénale qui est la cause de cette insuffisance de liquide amniotique. Alors, quand on est devant une insuffisance, ou plutôt devant une malformation rénale chez le bébé, et qu'on veut mener la grossesse à terme, il faut ajouter, donc essayer de rajouter, d'amplifier la quantité de liquide amniotique en injectant du sérum physiologique dans la cavité amniotique pour améliorer la maturité pulmonaire du nouveau-né. Et une fois le nouveau-né, après la naissance, on va donc explorer ce bébé. S'il y a réellement une agénésie rénale, on peut pallier à cette agénésie ou à cette insuffisance rénale par des méthodes de dialyse. On peut dialyser déjà un nouveau-né en attendant peut-être une transplantation ultérieure. D'accord? Donc, la découverte d'une malformation rénale au cours de la grossesse, elle est très importante, qu'elle conditionne, au moins, on prévoit l'accouchement dans une structure qui dispose de moyens de réanimation, de moyens de dialyse, etc. pour ce bébé. D'accord? Alors, on continue rapidement avec les malformations. Alors, un dédoublement de l'urètre peut être à l'origine, j'ai dit, d'un dédoublement du rein, mais c'est exceptionnel. Tant qu'il n'y a pas de retentissement sur la fonction rénale, il y a des malformations avec lesquelles on peut vivre normalement. Une agénésie rénale, un dédoublement de l'urètre. Le plus important, c'est de conserver la fonction sécrétrice et excrétrice de l'appareil urinaire. Alors, autre malformation qui est fréquente aussi, ici, c'est, alors tout à l'heure, on a dit qu'il y a une partie de la vessie qui va rentrer au contact de la membrane cloacale, une partie de l'allantoïde qui va participer à la formation de la vessie. Donc ici, vous avez la vessie en formation. Le reste de l'allantoïde va rejoindre normalement le cordon ombilical. Et il y a un petit canal qui se forme entre les deux, qui va normalement disparaître, qui est amené à disparaître, à régresser pour former ce qu'on appelle un ligament fibreux, c'est l'ouraque. D'accord, ce qu'on appelle l'ouraque. Eh ben, il se trouve que parfois cette connexion ne se ferme pas et il y aura une continuité qui va s'établir entre la vessie et ici donc la région du cordon ombilical. Plus tard, ça sera la région du nombril.
d'accord? Et il y aura soit ce qu'on appelle des fistules de l'ouraque ou bien des kystes de l'ouraque. Alors les kystes, c'est tout simplement une accumulation du liquide sur le trajet de cet ouraque qui va donner soit des infections, soit des petites masses, etc., qu'il faut rechercher donc par échographie, et des fois carrément un suintement, c'est-à-dire un écoulement, soit de pus par l'ombilic, soit carrément de l'urine. Lorsque cette formation, lorsque ce canal ne se ferme pas, c'est-à-dire la paroi postérieure de la vessie peut rester en communication avec la région de l'ombilic, puisque le reste, le reliquat de la lantoïde, normalement, il est amené à se fermer pour constituer le cordon ombilical médian. Plus tard, donc, chez l'adulte, c'est la région, c'est un conduit, c'est un ligament fibreux qu'on appelle l'ouraque, d'accord? Donc voilà, vous comprenez comment se forment les malformations de l'ouraque, soit à type de fistule, soit à type de kyste. Quand on a énuméré les malformations, on a parlé, donc les malformations ne touchent pas uniquement le parenchyme rénal, duplication ou bien agénésie ou autre chose, elles peuvent toucher aussi la vascularisation rénale. D'accord? On peut avoir des dédoublements des artères rénales ou bien des veines ou bien carrément une malformation rénale. Vous devinez que toute malformation au niveau artériel va impacter la filtration glomérulaire puisque le travail du rein, il dépend avant tout de sa vascularisation. Quand il y a une vascularisation correcte, le travail de filtration va se faire correctement. Donc, par exemple, quand il y a une hypertension, on va aller rechercher avant tout une malformation vasculaire au niveau rénal. D'accord? On fait ce qu'on appelle une écho-doppler rénale à la recherche de malformations artérielles. Il peut s'agir aussi de reins polykystiques. Il y a des kystes qui se forment au niveau du parenchyme rénal. Vous devinez que quand il y a un kyste, il y a destruction de la portion essentielle du rein qui est la portion sécrétrice, qui est les néphrons. On peut avoir un ou deux kystes qui sont minimes, qui ne retentissent pas sur la fonction rénale, mais quand il y a beaucoup de kystes, ça peut détruire carrément le capital de néphrons qu'il y a au niveau des reins. Vous savez qu'il y a à peu près 1 million de néphrons par rein. Il faut savoir que cette quantité ou ce nombre de néphrons se forme progressivement depuis la 4e, la 5e semaine jusqu'à la naissance, c'est-à-dire que le rein achève progressivement sa maturation et son capital de néphrons. Quand il y a beaucoup de kystes, ça peut détruire ces structures sécrétrices. Alors, il y a deux maladies à ne pas confondre. Il y a la polykystose rénale, qui est une maladie héréditaire à transmission autosomique et qui est bilatérale. Qui dit bilatérale, donc qui est à retentissement grave, ça peut vraiment impacter le travail ou la fonction rénale. Et il y a la dysplasie la dysplasie rénale multikystique, qui est elle un défaut de formation au cours de la ramification du bourgeon urétral. Il peut y avoir des malformations, par exemple des rétrécissements au niveau de la région pyélo-calicielle entre le bassinet et les calices, ou bien entre les calices et les tubes collecteurs, et qui va amener l'urine à je dirais, à se collecter au niveau d'une région du parenchyme rénal et donner un kyste, d'accord? Tant que les formations kystiques sont minimes, elles ne peuvent pas retentir sur la fonction totale du rein, mais s'il y a beaucoup de kystes, vous devinez la conséquence. Bien sûr, la dysplasie rénale multikystique, elle est, je dirais, moins grave que la polykystose rénale congénitale. Pourquoi? Parce que cette dernière, elle est bilatérale. Par contre, la dystrophie, elle est souvent unilatérale. Alors, il peut y avoir aussi, parmi les malformations rénales, une malformation qui est aussi grave, mais heureusement qui est rare, c'est ce qu'on appelle l'extrophie vésicale. Alors, l'extrophie vésicale, c'est quoi? C'est tout simplement une protrusion de la vessie en dehors de la paroi abdominale. Donc, la vessie, elle est carrément située en dehors du corps. D'accord? C'est une malformation qui est due non pas à un défaut du développement de l'appareil urinaire, mais à un défaut de la formation de la paroi.
abdominale par défaut de mésenchymastion. Vous savez que c'est le mésenchyme qui remplit le corps de l'embryon en formation. Donc, quand il y a une mauvaise répartition du mésenchyme au cours de la gastrulation, il se peut que la paroi abdominale ne se forme pas correctement et ça va entraîner une exposition de la vessie en dehors carrément de l'organisme au niveau de la paroi abdominale et c'est une malformation. Il faut savoir que l'extrophie vésicale ou bien toutes les malformations urinaires en général s'accompagnent de malformations génitales qu'il faut aller rechercher. Quand on a une malformation urinaire, par exemple chez le garçon, il faut toujours rechercher une malformation au niveau des voies génitales. Et le traitement, bien sûr, il relève de la chirurgie, mais ça reste quand même une chirurgie qui est délicate, d'accord? Les malformations rénales, enfin, peuvent rentrer dans le cadre des syndromes. Quand on a un syndrome, ça regroupe plusieurs malformations. On peut avoir des malformations du tube digestif, des membres inférieurs, de l'appareil urinaire, de l'appareil génital. Et vous devinez que ces malformations sont souvent précoces au cours de la gastrulation, c'est-à-dire au moment où se forme le mésenchyme intra-abdominal. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour votre attention et bon courage.